Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le thème de l'alimentation émotionnelle. Je vous remercie sincèrement pour votre confiance et votre intérêt. Et puis j'en profite pour remercier également chaleureusement toute l'équipe de PAWA pour leur confiance et leur accompagnement. Alors pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui? Eh bien tout simplement pour comprendre ce qu'est l'alimentation émotionnelle, pour que vous puissiez vous observer et mieux appréhender ce que peuvent vivre les personnes qui vous entourent si elles sont touchées par l'alimentation émotionnelle. Alors je sais que l'écoute de cette vidéo peut être difficile si vous souffrez de votre relation à l'alimentation, parce qu'on va mettre des mots sur des mots. Ça peut être une réelle prise de conscience pour vous. Donc soyez doux, soyez douce avec vous-même. Je dis souvent qu'accepter ce que l'on vit et mettre en lumière, c'est déjà faire une très très grande partie du chemin. Alors dans cette vidéo, on va parler de ce qu'est l'alimentation émotionnelle, on va parler des émotions, on va parler des troubles alimentaires et de leurs spécificités, des traits communs à l'alimentation émotionnelle, parce qu'il y en a plein, des dérèglements qu'ils induisent dans notre organisme et comment ils arrivent à s'installer dans notre vie. Tout un programme. À la fin de cette vidéo, je vous inviterai à faire un travail d'observation et d'introspection sur votre alimentation avec au choix une fiche que vous pouvez suivre avec plein de questions ou alors un tapping EFT. Vous pouvez également, bien évidemment, faire les deux. Alors, on va commencer par définir l'alimentation émotionnelle. L'alimentation émotionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'utiliser la nourriture pour éviter de vivre ses émotions. En mangeant ou en se privant de manger, on s'anesthésie, comme s'il y avait un danger de mort à ressentir les émotions qui nous traversent. Dans l'alimentation émotionnelle, il y a une notion d'urgence. Il n'y a pas d'autre choix possible. On mange, on mange, on mange, on se remplit ou on se vide en évitant de manger. À ce moment-là, on n'a pas forcément conscience de ce qu'on fait. Et bien souvent, c'est tout à fait d'ailleurs inconscient. On fait des choses de façon absolument automatique et tout va très très vite. En général, les gens qui souffrent de troubles alimentaires vont décrire ces vagues comme des tourbillons, des ouragans. On perd totalement le contrôle. Ce qui est ambivalent parce qu'il y a beaucoup de contrôle quand on souffre de troubles alimentaires. Alors, quand je parle de pulsions, ça peut être des pulsions qu'on a à la maison. On va ouvrir tous les placards pour aller manger tout ce qui s'y trouve, pour combler. Combler un stress, combler une tristesse, combler un vide qui nous traverse. On va reparler de toutes ces émotions. On peut aller aussi sortir de chez soi pour aller acheter des provisions en magasin. On peut choisir des aliments très spécifiques pour nous remplir. À ce moment-là, on peut ressentir une sorte d'injonction, comme s'il y avait quelque chose de plus grand que nous ou un autre personnage qui prenait les rênes de notre vie et qui nous entraîne, qui nous force à aller manger, comme si quelque chose s'emparait de soi et on n'est plus maître de qui on est. On est vraiment sous le coup de l'émotion. Souvent, j'entends des personnes que j'accompagne décrire comme un alien qui s'empare d'eux, une plante carnivore ou un gros nuage noir, et on est pris dans une spirale infernale. Donc voilà ce qu'est l'alimentation émotionnelle. On va manger pour s'anesthésier et éviter de ressentir ce qui se présente à nous. Et en s'anesthésiant avec la nourriture, avec des prises de nourriture, eh bien en fait, on va s'anesthésier le cerveau puisque on est focalisé sur ce qu'on fait, sur ce qu'on mange, sur ce qu'on a mangé, sur ce qu'on n'aurait pas dû manger, sur ce qu'on va encore manger. Donc notre esprit est complètement occupé. Et au niveau physiologique, au niveau du corps, on est également complètement anesthésié puisque c'est 70 à 80% de notre énergie vitale qui va être concentrée sur tous nos organes de digestion, de la bouche aux intestins, au gros intestin, donc au côlon. Si on n'a plus d'énergie vitale, si on n'a plus que 20-30% de notre énergie vitale disponible, eh bien on peut dire qu'on s'anesthésie. Alors, je vous ai parlé des émotions qui peuvent nous traverser et qu'on va anesthésier, qu'on va faire taire, qu'on va oublier, qu'on va mettre de côté. J'aimerais revenir sur ce qu'est une émotion. Ce n'est pas forcément évident pour tout le monde.
Une émotion, c'est une sensation physique qu'on va pouvoir reconnaître facilement. On a le cœur qui palpite, on a les mains qui deviennent moites, on peut avoir la voix qui chancelle, les jambes qui deviennent flageolantes et qui nous tiennent plus énormément. On peut ressentir comme un point au niveau du plexus solaire, les intestins qui se tordent. On a vraiment une manifestation physique. Une émotion, on la ressent et elle est déclenchée, donc toutes ces sensations physiques que je vous ai décrites, par un élément extérieur qu'on va capter. Ça peut être une pensée, une projection sur l'avenir, ça peut être quelque chose qu'on a entendu, quelque chose qu'on voit, quelque chose qu'on a senti. Et du coup, des stimuli extérieurs vont nous provoquer des émotions. Les émotions, si on les laisse vivre, si on les laisse nous traverser, elles s'en vont au bout de quelques minutes. En général, on dit au bout de 3 à 5 minutes. Mais si on les anesthésie, si on essaie de les gérer, de les contrôler, eh bien, elles restent tapies à l'intérieur de nous. Alors, les émotions qui nous font manger, ça peut être la peur du vide, c'est difficile à ressentir, la tristesse, la colère, donc des émotions qui sont plutôt désagréables à ressentir, mais ça peut être aussi des émotions agréables, comme la joie. Pour moi, il n'y a pas d'émotions négatives et d'émotions positives. Toutes les émotions sont positives puisque elles constituent notre GPS de vie. Elles nous permettent de savoir si nous sommes sur la bonne voie ou pas et elles nous permettent de nous réajuster et de savoir que nous sommes vivants. Les émotions, elles sont agréables ou désagréables à ressentir. Et lorsqu'elles sont désagréables ou alors que leur intensité est très 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 importante, ça peut être pour nous compliqué de les accueillir. Donc pour éviter de les accueillir, on va se diriger vers la nourriture et on va manger pour s'anesthésier. En dehors de ces émotions, il peut y avoir des sentiments qui nous poussent à manger, un sentiment de solitude qui est diffus, qui est tout le temps là. Le stress qui peut provoquer des tensions corporelles. On sait bien que dans nos sociétés, aujourd'hui, on est très stressé. Ça peut être aussi du stress par anticipation. Je pense à la réunion que je vais avoir avec mon manager, avec une discussion que je vais avoir avec telle ou telle personne. Et le stress par anticipation peut me faire manger. Je suis persuadée que vous l'avez déjà ressenti. Alors, ces fameuses émotions, on dit souvent qu'il faut les gérer. Je ne pense pas qu'on puisse les gérer. Et par exemple, le fait de manger pour anesthésier ces émotions, ça pourrait être considéré comme gérer ses émotions. Je pense que le but ultime, c'est juste de les laisser vivre, nous laisser traverser par ces émotions. Si on fait cet exercice-là, on se rend compte que les émotions, même si leur intensité sont extrêmement fortes, elles ne nous tuent pas. Et si on les ressent, si on les accepte, alors au bout d'un moment, elles partent. Dans l'alimentation émotionnelle, vous l'avez compris, on vit une très très forte émotion qui nous submerge, ou une émotion désagréable, ou une émotion agréable que nous n'arrivons pas à accueillir. Et pour se soulager, on se dirige vers la nourriture. Alors pourquoi la nourriture ? Ça pourrait être aussi le tabac, ça pourrait être aussi l'alcool, mais la nourriture, on nous la présente comme quelque chose de facile. Dans nos sociétés occidentales, elle est à portée de main, elle est en profusion, et c'est ce qu'on nous montre, par exemple, à la télé, dès notre plus jeune âge. Je suis triste, je vis une peine de cœur, particulièrement les femmes, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de séries télévisées ou de films, et je vais prendre un paquet de popcorn ou une tablette de chocolat et aller devant la télévision avec mes amis ou seule. On a une surproduction d'images incessantes à la télévision, à travers la publicité, dans les affiches qui nous incitent tout le temps à manger lorsqu'on a des émotions qui sont très fortes. C'est évidemment ce que l'industrie agroalimentaire veut nous faire passer comme message, parce que derrière, bien évidemment, il y a des histoires de gros sous. Donc quand on ne va pas bien, le réflexe, ça peut être quoi ? De manger. C'est d'ailleurs ce que font parfois nos parents, nos grands-mères, de façon extrêmement généreuse et avec beaucoup d'amour, puisque la nourriture, c'est aussi le moyen de... Il y a quelque chose de très nourricier derrière. Quelqu'un ne va pas bien, alors je vais lui offrir de la nourriture, et à travers la nourriture, je lui offre de l'amour. Donc, je ne vais pas bien,
ma grand-mère, par exemple, me fait à manger. Et c'est un processus qui s'installe à l'intérieur de nous, qui se cristallise. Je ne vais pas bien, je vais chercher du réconfort dans la nourriture. On est dans une sorte de récompense qui est souvent mis à l'honneur dans les familles. C'est l'histoire du chien de Pavlov. C'est en fait ni plus ni moins que du conditionnement. Je ne sais pas si vous connaissez cette expérience. Il me semble que c'était au début du XXe siècle, une expérience qui a été menée par un scientifique donc, qui s'appelle Pavlov. L'idée, c'était de prendre une sonnette, excusez-moi, je ne trouvais plus le mot, de la faire sonner et de donner en même temps à manger à un chien. Donc, la cloche sonne, le chien mange. Et au bout d'un moment, en entendant la cloche, le chien se mettait à saliver, même s'il n'y avait pas de présence de nourriture. Donc, c'est du conditionnement. Et c'est la même chose qui se passe avec nous et notre cerveau humain. Je ne suis pas bien, je suis triste. Si je suis conditionnée à avoir une récompense ou un réconfort à travers la nourriture, alors c'est ce que je vais reproduire absolument naturellement. Donc, c'est vraiment tout ce qui nous a été appris par notre société, dans notre société occidentale, où la nourriture est à profusion, où nous sommes assénés de publicités, d'images, de stéréotypes que nous voyons dans des films, dans des séries télévisées. Et tout ça, bien évidemment, ça s'intègre à l'intérieur de nos cerveaux. J'aimerais vous parler maintenant de troubles alimentaires. On entend souvent parler aussi de TCA, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, troubles du comportement alimentaire pour TCA. Ce sont des troubles qui ne sont pas vraiment diagnostiqués, qui sont diagnosticables par le corps médical, mais qui ne sont pas forcément diagnostiqués, puisque toutes les personnes qui travaillent dans le médical ne sont pas formées à ce type de sujet. Et puis, les personnes qui en souffrent n'en ont pas forcément conscience et ne vont pas forcément s'adresser à des professionnels de santé. On pense que ces troubles alimentaires sont en très, très grande augmentation depuis 10 ans et qui sont poussés par la pratique des régimes amaigrissants, des régimes de restriction, par le culte du corps qui est énormément présent dans nos sociétés et par notre société de la performance et notamment de la performance au niveau de notre galbe corporelle. Alors, parmi ces troubles alimentaires, on peut citer l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie. Elles représenteraient de façon officielle 5 à 10% de la population occidentale. Moi, je pense que c'est bien plus. En général, l'anorexie est bien diagnostiquée, ce qui n'est pas forcément le cas de la boulimie et de l'hyperphagie. Alors, on va les détailler. On va détailler tous ces troubles en détail pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, tout d'abord, nous avons l'anorexie. L'anorexie, c'est le trouble qui est le plus connu. C'est un trouble via lequel on va se priver, on va jeûner. Le jeûne est d'ailleurs très, très à la mode. 20% des jeunes filles aujourd'hui expérimenteraient des privations. On parle de l'anorexie, notamment mentale. Donc là, on perd beaucoup, beaucoup de poids, on se prive de manger, on a une mauvaise vision de son corps puisqu'on va se regarder dans la glace, on va se trouver grosse ou gros. Alors quand je dis mauvaise vision, c'est une vision qui ne reflète pas la réalité. Les personnes qui souffrent d'anorexie et d'anorexie mentale se voient vraiment grosses alors qu'elles perdent du poids. Il s'agit du coup de se priver de manger. Et là, il peut y avoir un danger de mort. Et du coup, c'est des personnes qui peuvent se faire interner en hôpital pour être sûres d'avoir suffisamment d'apports nutritifs. Dans ces troubles, on a également la boulimie, dont on parle de plus en plus. La boulimie, les personnes qui souffrent de boulimie vont prendre des grandes quantités de nourriture sur des temps courts. On parle de pulsion, de compulsion. Il y a une grande perte de contrôle et les quantités de nourriture qui peuvent être ingérées sont absolument énormes. On peut manger des pâtes crues, 12 yaourts. C'est pas forcément des aliments qui sont bons à manger. On se remplit jusqu'à temps que l'estomac dépasse vraiment, soit au maximum de ses capacités. On va manger très vite, on va vraiment gober la nourriture.
Avec la boulimie, il y a ensuite des phénomènes de compensation, puisque le poids est très important. On a peur de grossir après avoir eu ces pulsions. Alors, comme phénomène de compensation, il peut y avoir des vomissements, donc on appelle ça de la boulimie vomitive, mais il peut également y avoir des régimes restrictifs, il peut y avoir des excès de sport pour compenser tout ce qu'on a mangé, il peut y avoir la prise de laxatifs. Donc la boulimie, c'est pas forcément un trouble qui est identifié. Pour vous parler de mon expérience personnelle, je me suis aperçue en écrivant mon livre qui s'appelle Libérez-vous de l'alimentation émotionnelle qu'en fait j'ai souffert de troubles alimentaires, de boulimie. Moi, j'ai jamais vomi, mais par exemple, j'étais tous les lundis au régime, j'allais beaucoup à la salle de sport et j'avais beaucoup de mesures compensatoires, si bien qu'en fait, je n'avais pas de variation de poids, donc personne ne pouvait déceler que j'avais des troubles alimentaires. À ce moment-là, quand on est boulimique et qu'on a des compulsions, c'est impossible, quasiment impossible de ne pas succomber à sa pulsion ou plus on la réfrène, plus après elle va être énorme, hein. C'est comme une implosion, on ne peut pas résister et tout ce qui nous tombe sous la main, y passe. Juste après ces compulsions alimentaires, c'est un peu la descente aux enfers. Pourquoi j'ai fait ça? Je vais grossir, je vais jamais y arriver. De toute façon, je suis nulle et il y a un mal-être physique qui est très très important. Il y a un dégoût de sa personne, un dégoût de ce qu'on a fait, un dégoût de ce qu'on est, un dégoût de notre corps et un mal-être profond. Et à ce moment-là, vient la honte, viennent deux sentiments de honte et de culpabilité. Alors, déjà, c'est la culpabilité qui arrive. La culpabilité, c'est un jugement sur ce qu'on a fait. Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais jamais dû, je le savais, je n'aurais pas dû manger tous ces aliments. Et puis vient parfois la honte. La honte, c'est l'ami de la culpabilité. Et cette fois-ci, on va avoir des jugements sur soi. Je suis nulle, de toute façon, je n'y arriverai jamais. Et des mots qui peuvent être bien plus forts et bien plus dénigrants. Pour sortir de cette culpabilité et de cette honte qui vont se manifester par des pensées obsédantes et difficiles à gérer, eh bien en fait on va se racheter, on va vouloir racheter sa faute, racheter ce qu'on a commis. Et à ce moment-là, c'est là qu'on voit arriver des phénomènes compensatoires comme les vomissements, le sport à outrance, des régimes restrictifs, la prise de laxatifs, de boissons qui sont diurétiques, donc qui font aller aux toilettes et aller uriner. Alors, en dehors de ces crises, les personnes qui sont boulimiques sont très strictes et ont beaucoup de contrôle pour ne surtout pas grossir. Quelque chose d'important aussi à vous expliquer, c'est que toutes ces crises, tous ces phénomènes de compensatoires sont faits en cachette. C'est extrêmement dur de déceler les personnes qui en souffrent parce qu'il y a énormément de honte. On souffre de ces troubles-là parce que comment expliquer qu'on souffre de pulsions alimentaires sachant qu'il y a des personnes qui meurent de faim aujourd'hui dans le monde. Donc c'est perçu comme futile et vraiment empreint de honte, c'est difficile d'en parler et c'est bien normal. Donc, on a parlé d'anorexie, on a parlé de boulimie. Là, je voudrais aborder l'hyperphagie. Alors, l'hyperphagie, on en parle de plus en plus. Il y a énormément d'articles qui sont publiés, d'émissions qui en parlent. Alors, c'est très similaire à la boulimie, c'est-à-dire qu'on va avoir des pulsions, des crises alimentaires qui nous font manger, manger, manger à outrance. Mais à la différence de la boulimie, il n'y a pas de phénomène compensatoire. Les pulsions, elles peuvent arriver pendant les repas ou en dehors des repas. On parle d'hyperphagie prandiale ou post-prandiale. Et comme il n'y a pas de phénomène de compensation, qu'il n'y a pas forcément de peur de grossir, eh bien les personnes vont prendre du poids et on ne voit pas forcément le corps qui change. Et bien souvent, ces personnes-là se rendent compte qu'elles ont pris 10, 20, 30 kilos de façon soudaine. Hein, ça peut être une prise de poids qui arrive sur quelques mois, sur quelques années, et les personnes n'ont pas conscience que leur corps change. Néanmoins, la souffrance n'est pas est aussi importante que pour tous les autres troubles. Alors en plus de ces trois troubles, donc anorexie, boulimie et hyperphagie qui sont diagnostiqués par le corps médical, on a plein d'autres troubles qui peuvent entrer dans la bulle de l'alimentation émotionnelle, de moi ce que j'appelle l'alimentation émotionnelle,
tout plein de troubles qui ne rentrent pas dans les cases. Alors, ça peut être des grignotages très importants, des grignotages intempestifs. On n'est pas forcément sous le coup d'une pulsion énorme, où on va dévaliser le frigo, mais on va, par exemple, manger un demi-paquet de gâteaux sans pouvoir s'arrêter, sans réellement prendre de plaisir. Ce n'est pas donc une prise alimentaire qui est complètement démesurée, c'est néanmoins une prise alimentaire qui est faite sous le coup de l'émotion et de façon répétitive et qui entraîne de la souffrance. Souvent, on peut décrire les personnes qui agissent de la sorte par c'est un bon mangeur, c'est une bonne mangeuse, cette famille, et on confond la gourmandise avec le fait de se remplir. Parce qu'il y a un moment où finalement, il n'y a plus vraiment de plaisir. On est sur la construction aussi d'une personnalité. De toute façon, je suis comme ça, je n'arriverai pas à faire autrement, mais derrière, il y a une réelle souffrance. Alors là, je crois qu'on peut parler d'alimentation émotionnelle. Je voudrais aborder également la restriction cognitive. C'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu. C'est ce qui reste des régimes restrictifs. Quand on a fait beaucoup de régimes, eh bien, on a d'un côté les aliments qui sont bons, les aliments qui sont mauvais, il faut manger ceci, il ne faut pas manger cela, il faut manger telle quantité. On a plein de croyances autour de l'alimentation qui se sont forgées au cours du temps. Et la vie n'est plus vraiment fluide. Ou enfin, elle est fluide, mais dès qu'on prend du poids, dès qu'on perd du poids, les automatismes des régimes reviennent avec un cadre restrictif, derrière, il y a une peur de grossir énorme. Et la restriction cognitive, c'est comme le fait de compter tout ce qu'on mange. Comme si on avait un ordinateur, un processeur là juste derrière la tête, et tout est mentalisé, tout est externalisé, et on est comme dans un état de régime constant. Il faudrait que je mange ceci, il ne faudrait pas que je mange cela, et on analyse tout est externalisé. Alors c'est extrêmement fatigant, puisqu'il y a beaucoup de pensées qui tournent autour de l'alimentation, et il peut y avoir une souffrance énorme et un stress important de manger quelque chose qu'on, soi-disant, on n'aurait pas besoin, pas le droit de manger, et parce que ça va faire changer notre corps, parce que par exemple on va grossir. Dans la restriction cognitive, il y a une obsession du poids et une déformation de la silhouette. Quand on se regarde dans la glace, un peu comme les personnes qui souffrent d'anorexie, on a une dissonance cognitive. On ne se voit pas tel qu'on est, notre apparence est biaisée. Ou alors, on ne se regarde pas, mais en fait, on se scrute, on vérifie des parties de notre corps qui ne nous conviennent pas. Et on ne se voit pas dans la globalité. À ce moment-là, on est complètement coupé des ressentis, puisque tout est mentalisé, tout est externalisé, et il y a une tension interne constante. On n'est pas connecté à ces sensations de satiété et à ce dont notre corps aurait vraiment besoin, à ce dont on aurait vraiment envie. On obéit en fait à des règles. Un autre trouble, et le dernier trouble dont j'aimerais vous parler, c'est l'orthorexie. Idem, vous en avez peut-être déjà entendu parler puisque c'est un phénomène dont on parle de plus en plus, c'est l'obsession pour la nourriture saine. Et je sais, je connais bien ce dont on parle puisque je suis naturopathe, et en tant que naturopathe, je sais qu'il y a beaucoup en tout cas il y a beaucoup de naturopathes qui souffrent d'orthorexie puisque on est obsédé par la nourriture saine et ce que la mauvaise nourriture, la junk food, peut faire sur notre corps, l'alimentation transformée. Et dès qu'on sort des clous, donc quand on souffre d'orthorexie, dès qu'on sort des clous, dès qu'on va manger un peu d'alimentation transformée ou qu'on va manger des aliments que nous ne considérons pas comme bons pour la santé et bons pour notre corps, eh bien derrière, il va y avoir un stress énorme. Par exemple, si j'ai fait un mariage, par exemple, un week-end de mariage où il y avait de la nourriture à profusion, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, et bien derrière, pour compenser, parce que j'ai peur de ce que ça va provoquer sur mon corps, et bien je vais me faire 3 jours de diète de pommes. Mais derrière, l'idée, c'est vraiment de compenser l'alimentation qui n'a pas été parfaite pour ma santé. On n'est pas forcément dans des soucis de culte du corps à ce moment-là. Et l'orthorexie, pour moi, rentre dans les troubles alimentaires puisque tout va être mentalisé et on ne suit pas les besoins de notre corps. Alors, tous les traits communs à l'alimentation émotionnelle, quels sont-ils? Alors, il y a tout d'abord la balance.
Beaucoup de personnes qui souffrent de leur relation à l'alimentation vont se peser parce qu'il y a une peur de perdre du poids, une peur de perdre le contrôle. Il y a des personnes qui se pèsent presque tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Ça a été mon cas. Moi, je me pesais avant, après manger, la balance, et je l'avais vraiment sous le coude et je vérifiais mon poids tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est la balance qui va dicter notre humeur. Si on se lève le matin et que la balance nous donne un chiffre qui nous plaît, alors on va se sentir bien dans ses baskets, on va avoir une bonne estime de soi et puis on va continuer sa journée avec le sourire et peut-être qu'on va manger naturellement. Au contraire, si on voit que le chiffre est mauvais, hein, selon les critères qu'on a fondés, eh bien, on va avoir une estime de soi qui va être très, très basse. On va se voir dans le miroir peut-être plus volumineux ou volumineuse que l'on est, qu'on l'est réellement. On va avoir plein de pensées qui vont être négatives sur soi et ça va complètement biaiser l'estime qu'on va avoir de soi. C'est en fait la balance, clairement, qui dicte notre humeur du jour et notre valeur. Ce qui est absolument fou. Donc le premier, là j'en profite pour vous glisser le premier conseil, si vous vous reconnaissez avec la balance, et si c'est la balance qui dicte qui vous êtes et l'estime que vous avez de vous-même, eh bien je vous invite à faire cette expérience d'enlever la balance. Alors peut-être prêtez-la à un ami, mettez-la à l'extérieur de chez vous pour vraiment vous en débarrasser et essayez peut-être une semaine, 2 semaines, ce que ça fait de se reconnecter à ses sensations corporelles et de ne pas mettre vos sensations dans les mains d'un objet extérieur qui ne sait pas qui vous êtes. Alors, j'ai parlé de la balance, dans ces traits communs à l'alimentation émotionnelle. Il peut y avoir une estime de soi qui est basse. C'est quasiment tout le temps le cas. On a une petite voix dans la tête qui revient tout le temps et qui nous dévalorise. Une installation, ça peut être l'installation de choses de mots qu'on a entendus enfants, qui nous ont été répétés par des enfants de notre âge, par notre famille. Ça peut être aussi l'installation de pensées, de mots qu'on a nous-mêmes créés. On n'est pas tous pareils, on a des sensibilités différentes, donc il y a des événements, des mots qui nous marquent plus ou moins et qui vont dévaloriser, qui vont nous amener à nous dévaloriser, à avoir une estime de nous qui est assez basse. Donc ça, c'est vraiment un des traits communs de l'alimentation émotionnelle. Il y a également une notion de contrôle qui peut être extrêmement forte. Pas que sur l'alimentation. Alors, cette notion de contrôle, elle est cristallisée autour de l'alimentation. Je vérifie ce que je mange, j'y pense tout le temps, j'ai des règles bien définies, tout est sous contrôle, mais le contrôle, il peut dépasser le cadre alimentaire. Ça peut être un cadre rigide, un cadre de perfection, de perfectionnisme. Ça peut être sur l'alimentation, sur l'organisation de la journée, sur l'organisation du sport, le perfectionnisme dans mon travail, dans la façon dont je mène ma vie. Et finalement, il n'y a plus de place pour l'imprévu puisque tout doit être sous contrôle. Dans ces traits communs de l'alimentation, on a aussi l'excès de sport. Le sport pour compenser ce qu'on a mangé, pour contrôler, et c'est exactement comme les régimes. On n'est pas forcément dans un cadre de plaisir, mais plus dans un cadre de l'obligation. Il faut faire du sport, je dois aller courir, je dois faire mes exercices, et on ne part pas d'une zone de plaisir où j'adore aller courir et j'adore faire mes exercices. Donc on peut avoir dans ces cas-là, il y a vraiment une notion d'excès qui est une notion assez commune à l'alimentation émotionnelle, et bien souvent on épuise son corps et on n'est pas en pleine forme. On ressent beaucoup de fatigue qui peut être là pour le coup vraiment physique et physiologique. Dans ces traits communs à l'alimentation émotionnelle, il y a également la notion de plaisir qui est assez absente, elle est laissée de côté, puisque tout est mentalisé au niveau de l'alimentation. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de tensions, et le plaisir des choses simples n'est pas là. On ne se laisse pas aller à la jouissance de la vie, à la fluidité de la vie.
c'est assez compliqué d'atteindre cette sensation de jouissance puisque tout est sous contrôle, il n'y a pas de place pour l'imprévu, tout est anticipé, il y a énormément de stress et même le plaisir de manger n'est pas totalement là puisqu'on est toujours dans la mentalisation de je ne devrais pas manger cette part de gâteau de chocolat, je devrais en laisser, je devrais pas faire ci, je devrais pas faire ça et on n'est pas dans l'intériorisation de ce qu'on ressent et la connexion à notre plaisir. Et là, vraiment, on sort aussi du cadre de l'alimentation. Hein. On est dans le plaisir et la jouissance de la vie au sens global. Eh bien, ce plaisir, cette jouissance n'est pas forcément au cœur de notre vie. Dans ces traits communs à l'alimentation émotionnelle, il y a aussi souvent beaucoup de travail, beaucoup de pression dans la vie quotidienne qui peut être induite par cette notion de perfectionnisme dont on a parlé. Il peut y avoir un travail qui est très prenant et une suradaptation qui est constante. C'est comme si on était à l'extérieur de notre corps et on était tout le temps en train de s'adapter pour notre travail, pour notre entourage. Et en fait, on ne s'écoute pas. Bien souvent, il n'y a pas de prise de distance avec notre vie et quand on souffre de l'alimentation émotionnelle, on est dans une phase d'épuisement qu'on pourrait qualifier de pré-burnout, hein, ce mot qui est très très à la mode. On ne s'arrête pas, on ne s'écoute pas, on est tout le temps en mouvement et j'entends souvent les personnes qui souffrent de leur relation à l'alimentation me dire en fait je suis fatiguée, je suis épuisée, je suis au bout du rouleau, j'en peux plus et c'est bien normal si on est tout le temps en suradaptation et qu'on ne s'écoute pas, qu'on n'écoute pas ses besoins profonds et que finalement on n'y répond pas. Dans ces traits communs à l'alimentation émotionnelle, il y a également la solitude et le vide intérieur que j'ai tout à l'heure un tout petit peu abordé. Alors le vide, on peut le ressentir au niveau physiologique puisque quand on est vide à l'intérieur, que nos intestins sont quasiment vides, que l'énergie circule, eh bien, on a plus d'énergie, on a de la clarté mentale. Quand on a, et ça peut être voilà, difficile à ressentir, puisque d'un seul coup, tout le champ des possibles s'offre à nous. Et ça peut être un grand danger, une grande peur de voir qu'en fait, tout est possible. On peut ressentir également le vide de la vie, le vide d'une relation, d'un deuil, d'un travail. Et ce vide-là, qui est souvent relié à une grande tristesse, peut être extrêmement difficile à accueillir. Donc, on va manger. Et on n'est pas habitué à ce rien, à ce vide à l'intérieur de soi, ce vide émotionnel, ou bien ce vide au niveau physiologique. Si l'énergie circule bien, on doit toujours remplir encore et encore. Et là, finalement, remplir encore et encore avec la nourriture, c'est qu'une métaphore, puisqu'on n'est pas, dans nos sociétés, on n'est pas habitué à faire rien, à prendre le temps, à contempler. Il faut toujours remplir par plein d'activités, plein de loisirs, plein de choses. Et finalement, on ne se pose pas. Nos rythmes de vie sont complètement différents des générations qui nous précèdent. Dans les traits communs à l'alimentation émotionnelle, nous avons également la dépendance affective et peut-être que certaines personnes vont se reconnaître. La dépendance affective, c'est le fait de toujours être en lien avec quelqu'un qui va nous renvoyer qu'on a de la valeur. Cette personne va remplir notre jauge intérieure. On établit comme un cordon avec cette personne. Donc ça peut être une dépendance affective avec la personne avec qui on est en relation. Ça peut être avec nos parents, ça peut être avec certains amis. Et quand ce cordon qui nous relie à cette personne commence à se distendre, eh bien à l'intérieur, c'est la panique existentielle. On mange, on mange, on mange. Par exemple, si j'écris un texto à mon compagnon et qu'il ne me répond pas dans les heures qui suivent, à l'intérieur, je peux avoir une panique énorme, me sentir abandonnée, avoir l'impression que finalement, c'est la fin du monde et je suis incapable de me raisonner, ou je peux me raisonner intellectuellement, mais dans mon corps, ça ne résonne pas, ça ne passe pas. Et on peut avoir des comportements à ce moment-là qui deviennent excessifs. On a une dévalorisation et une peur de la perte qui est énorme. Et à ce moment-là, on peut être amené à manger des grandes quantités de nourriture pour se calmer et se réconforter. Dans ces traits communs à l'alimentation émotionnelle, on a également le manque de connexion humaine. Bien souvent, lorsqu'on va manger,
ou quand on mange, c'est qu'on n'a pas assez de connexion avec d'autres êtres humains. On a besoin de parler, on a besoin de partager, on a besoin d'être ensemble. Et je crois que c'est absolument inhérent à notre condition d'être humain. On a besoin d'être en lien, on a besoin d'être avec des gens, de vivre en communauté, de vivre en tribu. Et on a besoin également d'être connecté à soi, à ses propres besoins. Et ce manque de connexion à soi et ce manque de connexion humaine, eh bien, peut nous pousser à nous tourner vers l'alimentation, vers l'alimentation et du coup, ça devient de l'alimentation émotionnelle. On a également, dans ces traits communs, la charge mentale. La charge mentale, liée à l'alimentation, c'est le fait de penser tout le temps à la nourriture. Ça nous obsède. Qu'est-ce qu'on va manger? Quand est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce que j'ai mangé? Avec qui? Comment? Pourquoi? Et en fait, la nourriture régit complètement notre cadre de vie. Tout est régi par la nourriture, le passé, le présent comme le futur. Et il peut y avoir également dans cette charge mentale l'obsession de s'en sortir, faire des recherches, des lectures, voir des praticiens de santé qui sont formés. On ne pense qu'à ça en fait. Et c'est un cadre qui est épuisant et qui peut devenir enfermant puisqu'on n'a plus de liberté, on n'a plus de place pour autre chose. On pense tout le temps à la nourriture ou à comment se sortir de ces troubles alimentaires. Et finalement, on ne vit que pour ça. Et cette charge mentale, elle est épuisante, elle est énorme. Et on ne peut plus s'ouvrir vers d'autres choses et vers d'autres plaisirs de la vie. Quand on souffre d'alimentation émotionnelle, on peut aussi beaucoup se comparer. La comparaison non-stop, je la retrouve souvent dans l'alimentation émotionnelle. On la voit de plus en plus avec les réseaux sociaux où on va aller regarder ce que font nos amis, est-ce qu'elles sont mieux ou moins bien que nous, toutes les égéries, toutes les personnes qu'on suit. Et on le voit de plus en plus. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, n'est pas attrait à la réalité, mais ça peut entraîner chez nous une grande dévalorisation, une gêne, une honte. On va se poser des questions, mais moi, est-ce que je suis moins bien? Et tout ça, ça nous rattrape de façon automatique et ça nous sort du présent, ça nous sort de notre réalité et ça nous pousse à avoir des pensées qui vont être dénigrantes sur nous-mêmes, qu'on n'aurait pas eu forcément si on n'avait pas ouvert une application avec des réseaux sociaux. Et cette comparaison, on peut aussi la vivre dans la vie de tous les jours. Je vais à une soirée avec des amis et puis je vais regarder comment sont habillées mes amies, comment elles sont physiquement. Et puis si jamais j'ai un complexe particulier dans mon corps, et ben en fait, je vais aller regarder ces parties-là, je vais être obsédée par ces parties-là chez les autres femmes. Alors là, je prends l'exemple des femmes puisque je suis une femme, donc c'est plus simple pour moi, mais bien évidemment, c'est exactement la même chose pour les hommes. Alors, quand on souffre d'alimentation émotionnelle, on peut aussi avoir d'autres addictions comme l'addiction au shopping, l'addiction aux écrans. J'en vois de plus en plus des personnes qui sont addictes, notamment à Instagram. Ça peut être aussi l'alcool, la cigarette. Les vêtements en fait vont nous aider à nous sentir mieux. Quand on achète des vêtements, on a un shot de dopamine, donc je me sens pas bien. Et ben peut-être que un des moyens pour nous de nous sentir mieux va être d'aller acheter des vêtements et du coup on peut devenir addict. Donc idem hein, pour Instagram, ça peut être une façon d'éviter d'être dans sa vie et on peut se retrouver à aller plusieurs fois par heure sur Instagram. Quand je parlais d'alcool, effectivement, l'alcool peut être aussi un moyen de s'anesthésier, hein, c'est assez bien connu. Et il y a d'ailleurs un trouble qui vient d'être identifié par les psychologues qui s'appelle l'alcoolorexie. Si je tombe dans l'alcool, ou alors est-ce qu'on peut parler d'alcoolisme? En tout cas, je bois régulièrement. Comme l'alcool, c'est que du sucre et que ça fait prendre du poids, eh bien en fait, je vais établir de nouvelles mesures alimentaires drastiques pour ne pas perdre de poids. Ne pas prendre de poids, pardon. Ça s'appelle l'alcoolorexie. On a également, bien évidemment, l'addiction au tabac et à les cigarettes et c'est quelque chose que je rencontre souvent dans ma pratique. Des personnes qui souffrent de leur relation à l'alimentation, qui ont également une certaine dépendance au tabac et bien souvent, quand la nourriture se régule, la prise de tabac augmente ou alors quand on arrête de fumer, eh bien, les troubles alimentaires prennent une envergure différente.
Dernier trait commun de l'alimentation émotionnelle, eh bien, c'est le type des aliments qui va être choisi. Il y a des aliments qui vont cristalliser toute l'alimentation émotionnelle. On va se tourner bien souvent vers des aliments qui sont gras et qui sont sucrés, qui sont issus de l'industrie alimentaire transformée, des aliments qui ont beaucoup d'additifs et qui nous poussent à manger. Et voilà, on va avoir son aliment phare. Alors, est-ce que ça va être de la pâte à tartiner? Est-ce que ça va être du pain? Est-ce que ça va être du fromage? Est-ce que ça va être une marque de biscuits particuliers, des gâteaux apéritifs qui vont stimuler nos papilles gustatives et qui vont nous pousser à tout le temps en manger? Ça peut être aussi des aliments qui sont décrits comme plus sains. Moi, par exemple, j'avais une grosse addiction aux oléagineux que je pouvais manger dans des quantités absolument faramineuses. Et là, on ne parle pas d'aliments qui sont transformés. Donc, on a, quand on souffre de troubles alimentaires, en général, on a des aliments favoris ou des plats favoris qui vont aller nous réconforter. Alors, lorsqu'on souffre de l'alimentation émotionnelle, eh bien, on peut être amené à manger aussi parce qu'on a des dérèglements d'ordre physiologique. Alors, je m'explique. Quand on souffre de notre relation à l'alimentation, ce sont nos émotions, on en a bien parlé, qui vont nous pousser à manger dans un temps 1. Mais au bout d'un moment, ces pulsions alimentaires peuvent dérégler la façon dont fonctionne notre corps, à notre insu, bien évidemment. Et au bout d'un moment, finalement, nos pulsions alimentaires peuvent être guidées d'une part par nos émotions, mais d'autre part par nos dérèglements d'ordre physiologique. Et pour vulgariser, on pourrait dire que c'est 50-50. 50% du temps, je mange parce que mes émotions me poussent à manger, parce que j'ai besoin de m'anesthésier. Et 50% du temps, je mange et j'ai des pulsions alimentaires parce que c'est mon corps qui est complètement déréglé. Et c'est ce qu'on va aller voir en détail. Alors déjà, j'aimerais revenir très rapidement sur la notion de faim, de rassasiement et de satiété. Bien souvent, quand on souffre de notre relation à la nourriture, on pense qu'on a perdu toutes ces sensations-là, qu'elles sont parties de notre corps et qu'elles ne reviendront pas. C'est faux. On en est simplement déconnecté. Ce sont des sensations qui fonctionnent toujours et notre corps ne peut pas être déréglé à ce niveau-là. On a juste plus l'habitude de s'y connecter. Mais c'est tout à fait possible de refaire ce pas-là. Et lorsqu'on n'a pas accès à ces sensations de satiété, de rassasiement, eh bien en fait, on va avoir des faux signaux, comme par exemple l'estomac qui va être extrêmement tendu. Et on pense que c'est à ce moment-là qu'il faut s'arrêter de manger, alors que la sensation de satiété arrivait avant. Souvent, on dit que la satiété arrive au bout de 20 minutes. 20 minutes, et c'est pour ça qu'il faut prendre son temps à manger, prendre le temps de manger. Alors, c'est vrai et c'est faux. En fait, la sensation de satiété qui arrive au bout de 20 minutes, elle est déclenchée par les derniers capteurs de la satiété qui sont à la sortie de l'estomac. Mais les premiers capteurs de la satiété, ils sont situés dans notre bouche, dans notre cavité buccale. Et lorsque l'on mange, au bout d'un moment, si on se concentre sur ce qu'il y a à l'intérieur de notre bouche, on se rend compte qu'on n'a plus accès au goût. Et ça, c'est le premier signal de la satiété. Puisque je n'ai plus accès au goût, normalement, je ne prends plus de plaisir. Donc, je m'arrête assez intuitivement de manger, ce qu'on ne fait pas forcément. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça que vous pouvez redécouvrir si vous prenez le temps de manger et de vous reconnecter avec vos sensations de faim, vos sensations de satiété. Elles ne disparaissent pas. C'est le message que je voulais faire passer ici. Alors, quand on souffre de sa relation avec l'alimentation, on peut, au bout d'un moment, engendrer des dérèglements d'ordre physiologique. Et je dis souvent que c'est au départ les émotions qui vont dérégler notre relation avec la nourriture, mais au bout d'un moment, c'est aussi notre corps qui va être déréglé au niveau physiologique. Et peut-être qu'on peut vulgariser en disant que 50% de nos pulsions alimentaires sont engendrées par des émotions qui sont trop difficiles à accueillir. Et puis 50% du temps, c'est notre corps, à cause de dérèglements physiologiques, qui va nous pousser à manger. Alors pour cela, j'aimerais vous donner trois exemples, trois pistes. Vous parlez d'une part de la dopamine, ensuite du circuit de la récompense, et puis des modifications qu'on peut avoir sur son microbiote. Alors tout départ, la dopamine. La dopamine, qu'est-ce que c'est?
c'est l'hormone du plaisir. Souvent, on la connaît bien puisqu'on dit «Ah, je vais me donner un shot de dopamine». La dopamine, elle est liée d'ailleurs au circuit de la récompense. Alors, on est absolument inégaux au niveau de la dopamine et au niveau du nombre de récepteurs à dopamine que nous avons dans le cerveau. Il y a des personnes qui en ont plus ou moins. Le fait d'avoir souvent des gros shots de dopamine qui peuvent être du coup donnés par le fait de manger une alimentation très sucrée, très grasse. D'un coup, on ressent une dose de plaisir énorme comme quand on mange, je sais pas, une grosse part de gâteau. D'un seul coup, on est satisfait, on a un gros shot de dopamine au niveau du cerveau. C'est ce qui se passe quand on prend aussi des drogues comme de la cocaïne, par exemple. Hein. On en parle de plus en plus, des études qui montrent que le sucre et la cocaïne auraient les mêmes effets au niveau de notre cerveau. Donc, quand on mange des quantités de nourriture importantes, on peut avoir ces shots de dopamine qui vont arriver au niveau du cerveau et qui vont modifier la taille des récepteurs à dopamine. C'est-à-dire que jour 1, par exemple, premier jour, j'ai besoin de me donner du plaisir avec de la nourriture. Je vais manger un cookie, je vais avoir 100% de bonheur. Et puis, le jour 2, je vais avoir besoin d'un cookie et demi pour avoir 100% de bonheur et ainsi de suite. Et ma dose va devoir augmenter pour que ma dose de plaisir reste intacte. Et ça, on ne sait pas pourquoi toutes les personnes ne sont pas égales face à ce phénomène. Ces shots de dopamine vont être vraiment provoqués aussi quand on mange de la nourriture extrêmement transformée. Donc, tout cela explique qu'il y ait des moments où on ne puisse pas se contenter d'un gâteau, qu'on ait besoin de toute la boîte de gâteaux pour être complètement satisfait. C'est tout simplement notre cerveau, nos récepteurs à dopamine qui se sont modifiés, qui se sont élargis et qui ont besoin d'une plus grande quantité de sucre, de nourriture. Alors, notre corps est extrêmement résilient. Comme les récepteurs à dopamine peuvent s'agrandir, ils peuvent également se rétrécir. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense, c'est une zone du cerveau qui s'allume quand on a du plaisir. Alors, le circuit de la récompense, il nous sert tout simplement à rester en vie, puisque c'est le plaisir qui devrait finalement induire notre chemin de vie. Je mange parce que ça me fait plaisir, je bois parce que ça me donne du plaisir, je fais l'amour parce que ça me donne du plaisir. L'humain reste en vie et perpétue l'espèce. Sauf que quand on est habitué à souvent se récompenser avec la nourriture, j'ai passé une bonne journée, j'ai le droit de m'octroyer ceci. J'ai passé une mauvaise journée, je vais me réconforter en passant à la boulangerie. Voilà, c'est des choses qu'on peut avoir vécues aussi en étant enfant. On en a rapidement parlé ensemble plus tôt. Eh bien, en fait, en ayant ce type de comportement, c'est le circuit de la récompense qu'on va tout le temps solliciter. Et cette partie de notre cerveau, elle va s'allumer tout le temps. Et au bout d'un moment, elle va un peu perdre les pédales et elle va s'allumer tout le temps sans même qu'on la sollicite. Et par exemple, on va passer devant une boulangerie, devant un magasin qu'on aime bien. On est dans une belle journée, on n'a pas de sentiment d'émotion particulière, pas forcément d'envie de manger. Et pourtant, lorsque notre cerveau va percevoir tel ou tel aliment, ça peut être aussi sur une affiche de publicité, eh bien, on va être obsédé par cet aliment-là et on va avoir qu'une envie, c'est de le manger. Et on va même pas forcément pouvoir se retenir. Ça peut être également un apéritif dînatoire, hein, c'est très à la mode depuis quelques années. On a suffisamment mangé, on est entouré d'amis, on passe une belle soirée et pourtant on va être obsédé par le bout de gâteau ou la part de pizza qui reste sur la table. On n'en a pas forcément envie, mais c'est notre cerveau qui nous appelle vers cette dernière part de nourriture. Et tant qu'on ne l'a pas mangé, tant qu'on on l'a pas presque, j'ai envie de dire, englouti, eh bien, on ne sera pas serein. Eh bien, ça, c'est le circuit de la récompense qui peut jouer des tours et qui peut s'allumer tout le temps et nous pousser à manger, alors que là, pour le coup, on n'est pas sous la coupe de l'alimentation émotionnelle.
comme la dopamine, comme les récepteurs à dopamine, bien évidemment, notre corps est absolument incroyable, a une capacité de résilience et de régénération infinie. Donc, on peut bien évidemment, au bout d'un moment, réguler ce circuit de la récompense. Il y a autre chose qui peut pousser à manger une fois que notre corps est déréglé, c'est la modification du microbiote. On en parle de plus en plus, le microbiote, cette fameuse flore intestinale. À l'intérieur de nous, on a 1,5 kg, 2 kg de parasites, de bactéries, de virus qui nous habitent. On a plus de micro-organismes, de ce type de micro-organismes que de cellules dans notre corps. On ne sait pas exactement encore les tenants et les aboutissants, mais c'est bel et bien eux qui gouvernent une partie de notre humeur, de nos agissements, de notre biologie également. Elles dictent énormément de choses de notre vie. Mais si on les nourrit mal, donc malgré nous, hein, bien évidemment, ici, je n'ai pas vocation de faire culpabiliser qui que ce soit. Si on a une alimentation un peu trop grasse, un peu trop sucrée, délétère pendant quelques temps, qu'on mange beaucoup de produits industriels, qu'on est extrêmement stressé, eh bien en fait, on peut changer la composition de notre microbiote puisque c'est certaines bactéries qui vont être opportunistes, qui vont trop se développer et puis d'autres qui vont peut-être mourir. Et cette modification peut nous pousser à manger. Par exemple, on sait qu'une modification de certaines bactéries, une pullulation de certaines bactéries peuvent augmenter la production de gréline. La gréline, c'est l'hormone de la faim. Donc, on va avoir tout le temps faim. On va manger, manger, manger. Alors qu'au contraire, si notre microbiote est équilibré, certaines bactéries vont produire de la leptine. La leptine qui est l'hormone de la satiété. Lorsqu'on a une alimentation qui est déséquilibrée, de trop grosses prises alimentaires, on peut avoir également une surproduction, une pullulation du candida albicans. On en parle de plus en plus du candida albicans, qui est une levure qui va se nicher à plein d'endroits de notre corps et qui va nous pousser à manger puisqu'elle se nourrit de sucre. Et elle va provoquer des hypoglycémies dans certaines parties localisées de notre corps pour nous pousser à manger. Donc vous voyez que vos pulsions alimentaires peuvent être également gouvernées par des dérèglements d'ordre physiologique. Je crois que c'est vraiment très très important de comprendre cela pour déculpabiliser. Déculpabiliser de toutes ces pulsions qu'on peut avoir. On n'a pas forcément la main mise dessus au moment où elles arrivent. Néanmoins, en prenant soin de son corps et en le réparant, eh bien, on peut peut-être enlever 50% des pulsions alimentaires. Alors, l'alimentation émotionnelle, comment ça arrive? Et on arrive dans la dernière partie de cette vidéo. Eh bien, c'est assez complexe et c'est assez complexe de donner une réponse qui va finalement satisfaire chacun et chacune d'entre vous puisque nous sommes toutes et tous différents. Néanmoins, il y a des grandes lignes, des grandes choses qui reviennent. Alors, il y a tout d'abord l'environnement, la norme culturelle. On nous impose aujourd'hui, à travers plein d'images, de faire du 36, alors que la taille moyenne en France est du 42. Mais on nous fait croire que c'est du 36, alors que la palette des corps vient bien évidemment du 34, 36, hein, si on parle de taille de vêtements, jusqu'au 60. On a une belle diversité des corps, mais on nous fait croire qu'il faudrait être comme ceci et comme cela. On le voit dans les magazines, on le voit à la télévision, dans des représentations, dans les icônes quand on est enfant, dans les jouets, les publicités qu'on voit sur les arrêts de bus, également aussi beaucoup les réseaux sociaux et tout ce que l'industrie veut nous faire croire pour qu'on consomme encore plus, pour qu'on consomme des produits minceurs, pour qu'on consomme exactement finalement ce qu'elle veut, parce que bien évidemment, tout cela a derrière pour objectif de nous faire dépenser de l'argent. Donc, notre environnement et en tout cas la société occidentale dans laquelle nous vivons, cette culture de la performance, cette culture du paraître et ce culte du corps qui doit être absolument mince depuis les années 90, forcément peut engendrer des troubles alimentaires puisque si nous n'avons pas la morphologie qui correspond à ce que nous véhiculent les médias, eh bien, on peut être amené à vouloir changer et c'est là que peuvent commencer certains troubles alimentaires. On a également
La famille qui peut jouer un rôle. Alors, au sens famille, j'entends également les figures d'attachement pour des personnes qui n'ont pas été élevées que par leur famille. C'est tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, la façon dont se comportaient nos figures d'attachement. Il y a beaucoup de choses qui se cristallisent dans notre petite enfance, avant nos 7 ans, ou bien au niveau de l'adolescence. Toutes les remarques qu'on a pu entendre sur notre corps, sur notre façon de manger, la façon dont se comportaient les adultes qui nous ont élevés vis-à-vis de la nourriture. Est-ce que eux avaient un problème avec l'alimentation, un dérèglement avec l'alimentation? Et bien souvent, on le voit chez les mères, mais également chez les pères, et donc d'autres personnes qui ont pu être des figures d'attachement. Et tout cela va être finalement intégré dans le fonctionnement, dans le système de valeurs, et peut être quelque chose qui peut être un élément, bien évidemment, qui peut pousser au déclenchement de l'alimentation émotionnelle et de troubles alimentaires. On peut également avoir un impact des personnes qui nous entourent. Ça peut être les tantes, les oncles, les personnes qui ont fait beaucoup de sport, des entraîneurs. Voilà, tout ce qui a pu être, encore une fois, vu et entendu à l'insu de nos figures d'attachement, et qui ont pu se cristalliser à l'intérieur de nous. Pensez à toutes ces remarques qu'on a fait sur votre corps, sur votre façon de vous alimenter. On a également les abus sexuels et les incestes, les violences physiques et les violences verbales. Moi, dans ma pratique, j'en vois énormément de personnes qui ont été abusées et qui compensent leur traumatisme avec des troubles alimentaires. Donc ça, c'est vraiment une partie qui n'est pas à négliger. Je crois qu'il faut en parler de plus en plus. Il y a énormément de personnes qui souffrent de troubles alimentaires, qui ont subi des abus. Alors, derrière le terme abus, il peut y avoir des regards, des attouchements, mais également des viols, tout ce qui a pu porter atteinte à l'intégrité physique et qui a été vécu de façon difficile et traumatique. On a également les régimes restrictifs qui peuvent déclencher des troubles alimentaires et une relation biaisée avec l'alimentation, puisque les régimes restrictifs vont dérégler le rapport au corps. On va avoir un aspect très dogmatique de l'alimentation, ce qui est bien, ce qui est mal. On va faire des changements absolument drastiques dans l'alimentation, et tout cela va perturber la façon de s'alimenter et peuvent déclencher des troubles alimentaires. C'est un stress énorme, les régimes pour l'organisme qui n'a pas assez de carburant et qui peut avoir des carences. Et bien évidemment, ces carences vont engendrer derrière des pulsions alimentaires. On va aller manger parce qu'en réalité, on a faim. En réalité, les cellules de notre corps ont faim. Cette spirale de régime restrictif, elle peut aussi induire la notion de contrôle dont on parlait tout à l'heure. Et cette notion de contrôle fait partie intégrante des troubles alimentaires. On peut avoir également dans toutes ces choses tous ces éléments qui vont déclencher les troubles alimentaires, des profils très particuliers, les hauts potentiels intellectuels, les hypersensibles, toutes les personnes qui sont 10, les TDA, les TDAH, des personnalités qui sont particulières et qui vont chercher, particulières, qui ont une façon de fonctionner peut-être différente, et qui vont chercher des réponses à des questions existentielles, et qui vont compenser ce manque, en général le manque de réponse par la nourriture ou la privation de nourriture. Il y a beaucoup de questions existentielles sur le sens de la vie. Voilà, là je vous ai donné des pistes, bien évidemment, il y en a d'autres, et il y a plein de choses qui vont s'accumuler les unes aux autres. Il n'y a pas une chose qui, en général, déclenche des troubles alimentaires, mais bel et bien plein d'événements successifs qui vont déclencher des troubles alimentaires, donc plus ou moins graves et plus ou moins intenses.
Voilà, alors je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Je crois que vous avez toutes les clés pour mieux comprendre et mieux appréhender l'alimentation émotionnelle. Et je vous invite maintenant à aller explorer votre rapport à la nourriture et voir ce qu'il en ressort, bien évidemment, si vous en avez envie. Alors avant de nous quitter, je voudrais insister sur le fait qu'il est totalement possible de se sortir de l'alimentation émotionnelle et peu importe les troubles dont vous souffrez ou dont des personnes de votre entourage souffrent, ce n'est pas une fatalité. Alors, néanmoins, il n'y a pas de recette miracle. Je ne pourrais pas vous dire il faut procéder comme ceci et comme cela, parce que la clé, elle est en nous et nous avons toutes et tous une clé différente. L'idée, c'est d'aller la façonner pour trouver l'issue. Donc, mes grands conseils seraient de vous renseigner, de lire, d'écouter, de sortir de la honte et du tabou, de se faire accompagner par des personnes qui sont formées à toutes ces questions, des personnes qui vous laisseront également être le propre capitaine de votre navire. Et voilà, ne vous dites pas également que ce chemin, ça va être le chemin du combattant, que ça va être extrêmement difficile et qu'il va falloir gravir le mont Everest. Ça peut être aussi un chemin magnifique, un chemin vers la reconnexion à soi et la découverte de soi. Et dans ce cadre-là, je pense que l'alimentation émotionnelle peut être une grande chance qui nous indique que quelque chose ne va pas et qu'on a la possibilité de rectifier la direction et d'aller vers une vie plus harmonieuse qui nous correspond vraiment. Voilà, je vous remercie sincèrement pour votre écoute et je vous souhaite un beau voyage vers l'exploration de votre alimentation. À bientôt.